Digital Congo, la télévision numérique. Le régime actuel en RDC a muselé toute forme d'opposition politique. C'est le point de vue de l'ancien président de la République. Joseph Kabila Kabange s'exprimait dans une tribune publiée dans le journal sud-africain The Sunday Times. Dans ce journal, les grandes lignes de cette tribune publiée ce dimanche du 23 février 2025. Crise sécuritaire en République démocratique du Congo, une contribution pour l'assistance des populations de l'Est et déplacées de Kwamouth est annoncée. La nouvelle a été donnée ce dimanche 23 février dans le Kwango. C'était à l'occasion d'une messe dédiée à la paix, messe dite à Kenge par Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Préservation de l'écosystème en RDC. À Kinshasa, un entrepreneur a trouvé un moyen pour recycler les bouteilles en plastique. Il a mis au point une poubelle écologique Poubob. Elle est essentiellement composée des bouteilles plastiques. C'est le grand format de ce journal. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. D'abord, comme annoncé vendredi dernier à Nairobi au Kenya, sachez que l'EAC et la SADC se réuniront ce lundi 25 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État et de gouvernement de ces deux structures africaines vont tabler sur la feuille de route conjointe devant déboucher sur un cessez-le-feu immédiat et la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, conformément aux résolutions du sommet conjoint tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces travaux ont été précédés par la réunion des chefs d'état-major des armées des États membres de l'EAC tenue à Nairobi au Kenya. Ils ont recommandé la création d'une force hybride EAC SADC Union africaine, ceci pour sécuriser le nord et le sud Kivu. Pour rappel, le sommet de Dar es Salaam avait pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat qui répondent à l'urgence humanitaire, aux besoins pressants d'une désescalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtries de Goma au Nord Kivu, notamment la cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat et sans condition auxquelles les partis étatiques et non étatiques sont tenus donc à respecter. Également la réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et lacustre permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement des militaires décédés et de l'évacuation des blessés. Dans l'entretemps sur le terrain, aucune de ces résolutions n'est d'application. Les affrontements continuent avec à la clé des déplacements massifs de la population. Et puis, dans une tribune du journal sud-africain de Sunday Times, publiée ce dimanche 23 février, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est sorti de son silence pour donner son point de vue sur la situation sécuritaire, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et de la gouvernance du pays depuis 2020. Le sénateur à vie a également proposé une approche pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays qu'il juge complexe. De cette tribune, nous vous proposons dans cet élément les grandes lignes. Suivez. Resté longtemps silencieux, Joseph Kabila signe son retour.
Dans cette interview riche accordée aux médias sud-africains, Sunday Times, c'est lui qui a dirigé la RDC pendant près de 18 ans, explique en long et en large sa vision pour le Congo. D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? Le sénateur à vie n'a pas manqué de donner quelques pistes de solutions pour la stabilité de la RD Congo. Pour le président honoraire, la crise sécuritaire actuelle qui sévit en RDC nécessite plus d'une solution militaire, pas uniquement la contribution de troupes et de matériels militaires. Cette approche, selon Joseph Kabila, revient à gaspiller des ressources précieuses au soutien d'une dictature au lieu d'aider la RDC à avancer vers la démocratie, la paix et la stabilité et à devenir un atout pour la région de l'Afrique australe et pour le continent. Il poursuit, je cite, « Pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est crucial de résoudre la question de groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme un groupe anarchiste proche d'un État étranger sans revendication légitime ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Pour le sénateur à vie, cette crise en RDC remonte à 2021 et est multidimensionnelle. C'est une crise sécuritaire et humanitaire, mais également plus fondamentalement une crise politique, sociale, morale et éthique. Il rappelle que cet aspect est minimisé ou même ignoré par le pays en partenariat de la RDC et les organisations, y compris la SADC. Pour le Raïs, les innombrables violations de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par la police et les forces armées de Tshisekedi ne prendront pas fin après la conclusion réussie des négociations entre la RDC et le Rwanda, ni après la défaite militaire du M23. Le 4e président déplore la dictature, mauvaise gouvernance actuelle et les reculs démocratiques majeurs en RDC où les régimes en place a muselé toute forme d'opposition politique. Intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé de politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux. Rappelons qu'au cours de cette tribune, Joseph Kabila a rappelé qu'il y a eu les élections truquées de décembre 2023 organisées en violation du cadre juridique et des normes internationales. Ces élections ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et fait du chef de l'État le maître absolu du pays. Tshisekedi a également annoncé publiquement son intention ferme de modifier la Constitution. Il faut noter que cette interview a été réalisée alors que Joseph Kabila venait de réaménager son parti politique, le PPRD. On parle également du gouvernement souminois qui vit peut-être ces derniers jours. Tenez, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé samedi lors d'une rencontre avec les députés et sénateurs, chefs des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation qu'il y aura dans les jours à venir un gouvernement d'union nationale. Félix Tshisekedi envisage pour ce faire d'intégrer dans le nouveau gouvernement certains membres de l'opposition pour faire face aux enjeux sécuritaires qui menace la quiétude de la nation dans son entièreté. J'ai perdu la bataille et non la guerre. Je dois tendre la main à tout le monde, y compris l'opposition. Il y aura un gouvernement d'union nationale, a déclaré donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de cette réunion. Certaines sources évoquent que la taille de la prochaine équipe gouvernementale sera sensiblement réduite et aura comme principale mission de travailler sur la fin de la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda et ses alliés. Et puis, Monseigneur Jean-Pierre Kwamamba, évêque du diocèse de Kenge, à travers la messe de ce dimanche dédié pour la paix en République démocratique du Congo, appelé tous les Congolais sans distinction à être unis et d'être des artisans de paix pour la République démocratique du Congo pour sa partie Est. Et le grand Bandundu, vous le savez, secoué par le phénomène Mobondo, et il a été donc annoncé des contributions pour l'assistance des populations de l'Est et des déplacés de Kwamout. Benoît de Grofdal nous en dit plus.
C'est dans une ambiance paradisiaque et dans cette plus belle cathédrale de l'espace Grand Bandundu, Moinsé, Anouarité, que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kenge, par opposition des mains, ordonne diacre pour la toute première fois 3 frères missionnaires du Verbe divin. Cette célébration eucharistique qui a pour intention spéciale pour la paix en RDC connaît la présence de Timothée Nzundu, ministre provincial de la justice de la province du Kwango, plusieurs consacrés et laïcs venus de partout. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba commence par saluer le lien historique et profond qui existe entre la société du Verbe divin et le diocèse de Kenge, tout en expliquant le bien fondé de l'ordre sacré du diaconat avant d'appeler à l'unité et paix à l'est du pays et l'espace Grand Bandundu secoué par le phénomène Mobutu. Notre première mission est celle de prier, de demander au Seigneur, puisque lui seul peut nous donner une paix durable. Tous Congolais, sans aucune distinction, nous sommes appelés à nous engager pour être des vrais artisans de paix, pour créer un pays plus uni, un monde plus fraternel. Avec la guerre, on ne peut rien construire et on ne peut pas bâtir un pays avec la guerre. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix. Notez que c'est par la remise des œuvres missionnaires SVD au père évêque de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, qui promet son accompagnement à Verbum Bible en des services de la SVD pour ce méga projet des homélies en Kikongo qui sera disponible le 29 juin prochain à Bandunduville, où ces nouveaux diacres SVD accéderont à l'ordre sacré du presbytérat. Et puis la conférence épiscopale nationale du Congo invite le gouvernement à prendre ses responsabilités face à la stigmatisation des swahilophones observée ce dernier jour dans la ville de Kinshasa et plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Cette implication sollicitée du gouvernement, explique les prélats catholiques, va permettre d'assurer la protection à toutes les couches de la population congolaise et garantir la cohésion sociale et le bien vivre ensemble de toutes les races et ethnies en RDC. Dans son communiqué publié ce dimanche, la SYNCO invite par ailleurs la population à la compassion et la solidarité envers ses frères et sœurs qui se trouvent forcés par la guerre et l'insécurité de quitter leurs terres, leurs maisons et à leur offrir l'hospitalité dans nos familles et dans nos lieux sécurisés. Les évêques en appellent dès lors à la maturité de toutes les communautés qui forment donc la nation congolaise, à ne pas se laisser induire en erreur par ceux qui prêchent, disent-ils, la division et la chasse aux swahilophones, aux originaires de l'Est et aux étrangers, comme expression du patriotisme et voie de la paix pour notre pays. La République démocratique du Congo, ont donc écrit les évêques catholiques. Et puis à Kinshasa, chaque jour, la ville produit 10 000 tonnes de déchets et 12% de ces déchets sont plastiques. Une véritable catastrophe écologique, et si l'on n'y prend pas garde, les choses vont se faire autrement et ça sera un problème pour toutes les communautés qui vivent dans la capitale congolaise. Téné, dans les solutions, Bobo Benza, environnementaliste et entrepreneur, a trouvé un moyen de recycler les bouteilles en plastique pour préserver l'écosystème. Il a pour ce faire mis au point une poubelle écologique dénommée Poubob, constituée essentiellement des bouteilles en plastique. Rita Bitota et Jacques Caboy sont allés à sa rencontre. Regardez. La gestion des déchets à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un défi majeur pour les autorités. Selon les dernières statistiques, chaque jour, la ville produit plus de 10 000 tonnes de déchets solides, dont 12% sont constitués essentiellement des déchets plastiques.
Des chiffres qu'avance Emmanuel Makalibié, professeur à l'université de Kinshasa et ancien directeur général de la régie d'assainissement et des travaux publics de la ville de Kinshasa. Tous les travaux scientifiques qui ont été menés montrent que la production des déchets à Kinshasa est estimée entre 10 000 tonnes et 12 000 tonnes de déchets, ce qui est assez important. Et la grande partie de ces déchets, ce sont des déchets organiques qui pourrissent. La proportion des plastiques dans toute cette masse-là, c'est environ 12 à 15% des déchets. Pourtant, ces déchets plastiques sont une menace pour l'écosystème car classés parmi les matières non biodégradables. Bobo Benza, environnementaliste et entrepreneur, a trouvé comment redonner vie à ce type de déchets tout en préservant l'écosystème. Il a mis au point des poubelles écologiques. Il en fabrique depuis septembre 2021. Cet après-midi, nous allons à sa rencontre dans son atelier situé dans la commune de Limba, au sud-est du centre-ville. C'est ici que les déchets plastiques, constitués uniquement des bouteilles, ressortent avec une valeur ajoutée. Nous ramassons ces déchets-là plastiques et puis nous conditionnons dans nos sacs. Alors quand nous collectons ces déchets-là ensemble et puis nous commençons à préparer cela. Alors il faut maintenant aller dans l'étape de lavage. C'est à ce moment-là que nous passons maintenant dans l'étape de transformation de ces bouteilles plastiques pour fabriquer les poubob. Nous sommes en train de valoriser ces déchets-là et en plus de cela, poubob en soi est recyclable. Un travail ardu de 3 heures de temps qui produit au final poubob, la poubelle écologique qui peut contenir jusqu'à 10 kg de déchets plastiques. Pour une seule poubelle, Bob a besoin de 6 kg de bouteilles en plastique usées et par jour, il peut en produire 3. Poubob contient 285 bouteilles plastiques. Le poids des bouteilles plastiques plus le poids de ces liens-là, ça fait que Poubob puisse avoir une masse de 8 kg. Donc tous les déchets qui ne se décomposent pas dans un temps record, les canettes, plastiques, tout ça, ça peut entrer dans les Poubob. Poubob peut faire autant d'années que possible, au minimum 5 ans. Difficile pour lui d'engager une main-d'œuvre importante car buté au manque de fonds, toutes les démarches visant à solliciter un appui des autorités se sont avérées nulles. L'État devrait également s'occuper de nous, c'est-à-dire nous subventionner, nous mettre dans une bonne condition afin que nous puissions bien faire notre travail. Outre cette difficulté, Bob n'est pas en mesure de produire des poubelles en grande quantité pour les commercialiser. Il doit attendre les commandes. Mais ces obstacles n'arrêtent pas Bob, ni d'autres personnes d'ailleurs. Car sur place, nous avons trouvé Célestine qui est venue apprendre comment fabriquer ces poubelles. Bob ajoute à sa casquette d'entrepreneur celle de formateur. Parmi les gros clients de Bob figure la prestigieuse université de Kinshasa, Unikin. Ici, Poubob est installé dans tous les coins et recoins du site universitaire. Et cette innovation séduit les étudiants qui en sont les premiers bénéficiaires avec comme retombée l'assainissement. Car l'Unikin reste l'un des gros fournisseurs de Bob en déchets plastiques. Ça nous a apporté vraiment un grand changement parce qu'auparavant, il y avait trop de saleté ici. Mais dès qu'on a mis ces choses ici, il y a vraiment de l'ordre dans l'Unikin. Personnellement, je pense que c'est une très bonne initiative parce que c'est en plastique en fait. Nous voyons que ce sont des bouteilles recyclées et transformées en poubelles. Vraiment, c'est une très bonne idée, très bonne initiative. Sylvain Mikobi est expert en gestion des déchets. Voici son appréciation concernant Poubob. La poubelle Poubob, c'est une poubelle vraiment écologique parce que d'abord son cycle de vie ne présente pas vraiment d'impact. Parce qu'il faut juste faire un ramassage des bouteilles plastiques et faire la conception. Vous allez voir que dans toutes ces étapes-là, pour arriver au produit fini, ça n'a pas vraiment d'impact négatif sur l'environnement. Donc c'est vraiment une poubelle qui est écologique. À ce jour, Bob a déjà produit 450 Poubob pour un travail de 4 tonnes de déchets. Une pièce de poubelle prête à être livrée revient à $45 américains.
Problème, ce prix n'est pas à la portée de toutes les bourses, d'où la difficulté à faire adopter ces poubelles dans tous les ménages, ce qui remet sur la table la problématique de l'absence d'accompagnement des autorités pour ce genre d'initiative. Mais hormis le prix, il est aussi impérieux de sensibiliser la population sur les avantages que présente cette innovation. Poubob peut être une réponse à la pollution que génèrent les déchets plastiques si l'initiative est également portée par les autorités congolaises. Comme Bob, beaucoup d'autres initiatives de recyclage de déchets plastiques se mettent en place. À Bukavu, dans le sud Kivu, en République démocratique du Congo, Nicole Ménéméné redonne vie aux déchets plastiques en les transformant en bouquets de fleurs, tableaux artistiques, fauteuils et papiers. Les deux solutions proposées par Bob Benza et Nicole Ménéméné sont d'une utilité indéniable et répondent à la problématique des déchets en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tout. Elles ont un impact sur la vie des communautés locales et peuvent être répliquées dans d'autres régions et pays avec une incidence sur la créativité d'emploi pour les femmes et les jeunes. Elles pourraient encore être plus modernisées dans les années à venir pour des résultats plus encourageants en faveur de l'environnement. En attendant, Bob Bobo Benza poursuit son bonhomme de chemin avec Poubob tout en espérant qu'un jour une porte s'ouvrira pour lui du côté des autorités congolaises. C'était donc le grand format de cette session d'information. On parle également sport, le combat tant attendu entre Joseph Parker et Martin Bakolé. Le Congolais s'est soldé par une victoire nette du Néo-Zélandais, mettant ainsi fin à la série de 9 victoires consécutives du boxeur de la République démocratique du Congo. Après 6 ans, 4 mois et 9 jours d'invincibilité, Bakolé s'incline face à un Parker déterminé. Janvier Ndoua revient sur ce qu'a été ce combat. Martin Bakolé a pris le pari et il a perdu. Après avoir accepté de remplacer Daniel Dubois dans le choc poids lourd contre Joseph Parker à peine 48 heures avant le combat, le Congolais s'est finalement incliné par KO. Dans le deuxième round, le Néo-Zélandais a envoyé un bras arrière lourd qui a envoyé Bakolé au tapis. Ce dernier n'a pas pu retrouver ses esprits avant la fin du décompte de l'arbitre, encaissant ainsi la deuxième défaite de sa carrière chez les professionnels. Et pourtant, la dernière défaite de Martin Bakolé remonte au 13 octobre 2018 lorsqu'il avait été battu par Michel Hunter par KO. Le 22 février 2025, Joseph Parker a retiré cet exploit, infligeant à Bakolé une défaite qui l'empêche d'améliorer son bilan de 21 victoires, dont 16 par KO. Avec cette victoire, Joseph Parker conserve ses chances de décrocher un affrontement avec Daniel Dubois pour la ceinture WBO intérimaire. Cette victoire renforce son statut de prétendant sérieux dans la catégorie poids lourd et pourrait lui ouvrir de nouvelles opportunités. Malgré la défaite, Martin Bakolé repart avec sa plus grosse bourse à ce jour. Son avenir dans la division du poids lourd reste incertain, mais il pourrait rebondir avec un nouveau combat pour tenter de retrouver son ascension. Ce résultat marque un tournant dans la carrière des deux boxeurs et redessine les perspectives pour la suite de leur parcours respectifs. Dans la rétrospective dans ce journal, on revient notamment sur cette résolution, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, résolution prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a condamné à l'unanimité le Rwanda à travers une résolution justement proposée par la France. C'était au cours d'une réunion d'urgence convoquée vendredi pour cette cause. Que retenir justement du contenu de cette résolution dénommée 2773 ? On revient sur ce que nous a proposé cette semaine Patrick Ngouo. C'est quasiment toutes les dispositions de cette résolution qui vont à l'encontre du Rwanda. La première disposition du document condamne fermement l'offensive et les avancées en cours du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu avec l'appui des forces de défense rwandaises, leur contrôle de la ville de Goma, la prise de l'aéroport des principales entrées de Goma le 28 janvier et de Bukavu le 14 février 2025.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies décide que le M23 doit cesser immédiatement les hostilités, se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, y compris les voies terrestres et lacustres, et annuler complètement la mise en place de l'administration parallèle illégitime sur les territoires de la RDC et que ce retrait ne sera pas entravé, tout en réitérant son appel urgent à toutes les parties pour qu'elles concluent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, comme l'ont demandé les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Appelant les forces de défense rwandaises de cesser de soutenir le M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la RDC sans condition préalable, cette instance condamne fermement toutes les attaques dirigées contre la population et les infrastructures civiles, y compris le personnel des Nations Unies et le personnel associé, le personnel humanitaire et les installations médicales, les exécutions sommaires et les mutilations, les violences sexuelles et sexistes, la traite des êtres humains et le recrutement et l'installation d'enfants, et réaffirme que les auteurs de violations du droit international humanitaire et de crimes et de violations des droits de l'homme doivent répondre de leurs actes. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se déclare prêt à envisager des mesures supplémentaires conformément à la résolution 2293, notamment ceux qui contribuent à la poursuite du conflit dans l'est de la RDC, tout en demandant à toutes les parties d'ouvrir d'urgence des couloirs humanitaires temporaires au nord Kivu et au sud Kivu, avant d'exiger la cessation du brouillage et de l'usurpation des signaux GPS et du déploiement des missiles solaires, de capacités et de toute autre menace aux opérations aériennes de la MONUSCO, du SAMIR RDC et des acteurs humanitaires. Dans le même temps, la résolution condamne l'exploitation illicite et le trafic systématique des ressources naturelles dans l'est de la RDC et appelle à redoubler d'efforts pour limiter l'étiquetage illégal et assurer la transparence et la traçabilité des exportations des minéraux et exhorte toutes les entreprises opérant dans le secteur minier, y compris les importateurs, les industries de transformation, les négociants en matières premières et consommateurs de produits minéraux congolais à faire preuve de diligence requise conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 1952 de 2010 du Conseil de sécurité, notamment en mettant en œuvre le mécanisme régional de certification de la CIRGL. Il faut cependant noter que cette résolution n'a pas prévu des sanctions pour l'instant. Rencontrés et qui nous ont écoutés. Nous souhaitons... Cette même semaine, la Belgique a appelé à des sanctions contre le Rwanda. Le ton a donc été élevé dans ce pays. Il a été demandé des sanctions individuelles, la suspension du dialogue de sécurité défense avec le Rwanda, également la suspension du mémorandum d'entente sur les matières premières critiques, ainsi que la suspension du financement de l'armée rwandaise dans sa mission au Mozambique. Suivez. Je pense qu'il faut regarder les choses de manière factuelle pour ne pas rentrer dans des polémiques stériles. Avec quelles lunettes faut-il lire et comprendre la position de la Belgique? La question n'est pas de savoir si nous sommes pour les uns ou contre les autres. Nous sommes simplement, constamment et fermement pour la défense du respect du droit international, pour le respect de l'intégrité territoriale, pour le respect des droits humains. C'est notre seul agenda et c'est précisément cela qui explique notre positionnement clair dans les enceintes internationales sur la région des Grands Lacs, comme aussi d'ailleurs dans le conflit ukrainien ou encore au Moyen-Orient. Et nous ne rougissons pas des positions fortes que nous prenons. Il serait par ailleurs naïf de croire que nous sommes isolés et que nous soyons le seul pays qui souhaite prendre des mesures. Je note par exemple que le groupe international de contact dont nous faisons partie avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et d'autres encore, a pris une position très ferme vis-à-vis du Rwanda hier dans son communiqué. Hier, toujours, des voix se sont encore élevées, y compris de pays africains, au Conseil des Nations Unies pour dénoncer la situation et appeler à une réaction de la communauté internationale. Tout ce dossier sera traité, à ma demande, au Conseil Affaires étrangères de lundi prochain, où nous cherchons à avoir une approche collective. J'y défendrai à nouveau l'importance de prendre des sanctions individuelles, de suspendre le dialogue sécurité-défense avec le Rwanda,
de suspendre le mémorandum d'entente sur les matières premières critiques ou encore de suspendre le financement de l'armée rwandaise au Mozambique. Et puis le mardi 18 février dernier, la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est du pays a été au centre d'une séance de travail entre la première ministre avec la délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Keïta, chef de la mission onusienne. Cette rencontre a connu la participation de quelques membres du gouvernement, à savoir le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, également le vice-ministre de la Défense et c'est lui des Affaires étrangères. Regardez. Alors que la situation sécuritaire et humanitaire ne cesse de se dégrader au nord et sud Kivu, les autorités congolaises et celles de la MONUSCO ne perdent plus le temps et préfèrent passer aux actions. Ce mardi, dans une séance de travail à la primature, la première ministre Judith Suminwa et la patronne de la MONUSCO Bintou Keïta ont discuté de cette question. À en croire le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Jacques Machabani, qui a préparé la rencontre, les deux camps se sont dit prêts à intervenir. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo. Mais par la suite, ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. Et la problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires, et je crois que l'échange était très positif, était fructueux. À l'issue de cette réunion, la chef du gouvernement a invité tous les Congolais à se mobiliser dans ce combat contre les ennemis de la RDC, ce pour un Congo uni, prospère et puissant. Et c'est par ici que s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.